Bienvenue à votre émission Au-delà du rideau. Avec ce nouveau numéro, nous recevons encore aujourd'hui, comme promis la fois dernière, le docteur Bruno Miteo Nyenge, qui est chef de la maison civile du chef de l'État. Docteur Bruno, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes de plein pied en politique. Pourtant, avant, vous n'étiez pas intéressé. Pourquoi avoir attendu ce moment? C'est une très belle question. Il faut dire que je suis et j'ai été, je suis et je le serai un homme de développement. Un homme de développement parce que j'ai beaucoup travaillé pour que les populations vivent en toute dignité, c'est-à-dire aient une bonne santé, une bonne éducation, un bon logement, etc. Mais cela, je trouve que c'est pratiquement ce qui est plus important. Ce qui est plus important parce que les peuples attendent beaucoup de pouvoir vivre comme il se doit, de manière convenable. Aujourd'hui, je suis en politique, je crois que ce n'est pas un hasard. Avec le choix de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, sur ma personne, je dois pouvoir l'aider, tout comme l'ensemble de ses collaborateurs qui sont proches de lui, aider les chefs de l'État à réaliser sa vision. Et la vision du chef de l'État, le chef de l'État, c'est un homme politique. Et dans cette vision, il y a sûrement des aspects de développement, mais il y a aussi des aspects de la gouvernance, des aspects culturels, bref, et tous les aspects, tous les domaines qui couvrent la vie des populations. Et donc, étant autour d'un homme politique, il est tout à fait normal que nous puissions également, moi personnellement, intervenir sur des aspects politiques. Notez, lorsque des parlementaires, lorsque des chefs coutumiers, lorsque des gens de la société civile, lorsque des médecins viennent rencontrer les chefs de la maison civile pour poser des questions par rapport à leur profession, eh bien, je dois normalement être à mesure de les orienter et de leur donner la réponse, cela conformément à la vision du chef de l'État. Mais en étant qu'homme politique aujourd'hui, j'ai un domaine de prédilection qui est un domaine très précis, c'est celui de l'accompagnement et de la gestion de la famille du chef de l'État. Mais c'est un monde d'intrigue. Êtes-vous prêt à supporter les coups? Je ne sais pas si il faut l'appeler réellement un monde d'intrigue. La politique, elle est ce qu'elle est, à travers partout au monde. Moi, je suis beaucoup intéressé à des questions de bonne gouvernance, à des aspects de respect des droits de l'homme, des aspects de la liberté individuelle, la liberté d'expression. Et tout cela, ça m'intéresse, ça fait partie de la politique. Et comment il faut aider les uns et les autres à pouvoir jouir de cela ou à pouvoir, comment dirais-je, remplir leurs devoirs ou à jouir de leurs droits, eh bien, il faut comprendre que nous sommes encore une jeune démocratie et que nous devons apprendre dans beaucoup de domaines la promotion et qui fera en sorte que nous puissions mûrir et monter de plus en plus pour que l'homme vive comme il se doit. Et c'est cela qu'il y a, mais on peut rencontrer sur le chemin de certains politiciens, pas de tous, des intrigues, en fait un peu un esprit d'égoïsme, etc. Mais là, il faut pouvoir dialoguer, il faut se rapprocher, il faut montrer par des actes
Et c'est même, comme nous les chrétiens, nous le disons, c'est même un chemin de sainteté. Il faut pouvoir travailler pour expliquer aux autres, prêcher l'amour du prochain et faire en sorte que l'homme puisse manger à sa faim et puisse vivre comme il se doit, l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Depuis la nuit de temps, depuis très longtemps, vous posez des gestes de générosité. Vous construisez, ou vous avez construit des hôpitaux. Vous avez construit des paroisses, des églises, des couvents. Et nous avons rencontré à Bakwa Mulumba un pasteur de l'église, du message du temps de la fin, église branamiste. Vous avez construit cette église. Était-ce pour préparer ce moment? Bah, il faut dire que lorsque vous entrez dans le domaine politique et que vous vous approchez de la population, eh bien, la population vous pose très souvent des questions liées au développement, liées à leur autoprise en charge, liées à l'amélioration des conditions de leur vie. Et donc, l'homme politique doit normalement répondre aux besoins de la population, qui sont des besoins socio-économiques, culturels, etc. Alors, j'ai eu la chance, je dois le dire, de commencer, moi, par la maîtrise des questions de développement, la maîtrise de la gestion des questions de développement et des urgences majeures. Et maintenant que je suis devenu politique, il est plus facile pour moi de comprendre ce que les populations demandent, au-delà des questions de gouvernance, etc. Et moi, j'ai commencé cela depuis, il faut dire, plus de 30 ans, puisque j'étais toujours dans le développement. On ne fait pas le développement pour soi-même, on le fait pour les autres. Et c'est ainsi que, depuis plus d'une trentaine d'années, eh bien, j'ai été éduqué dans le sens de garder une proximité avec la population, de non pas seulement être généreux, parce que c'est vrai, la générosité c'est une bonne chose, mais je n'aime pas tellement la main tendue. J'ai plutôt lutté, moi, pour que les populations arrivent à participer à leur propre développement, à participer à leur propre prise en charge. Bien entendu, même le Seigneur a dit, les pauvres, il y en aura toujours, et donc, s'il y a des cas qui nécessite une générosité en termes d'une assistance humanitaire, et pourquoi pas, il faut pouvoir le faire, mais là, et ça c'est mon point fort, il faut demander à la population, la jeune population, les adultes, de pouvoir faire un pas pour qu'on les aide à faire un deuxième et un troisième, eh bien, on le fait. Et c'est ainsi que, sur mon parcours, que ce soit bien au niveau du sud Kivu, que ce soit au niveau du nord Kivu, au niveau du Kasaï, qui est ma province de Kasaï oriental et Lomami, d'où je viens, eh bien, j'ai toujours prêché par des exemples pour dire, comme population, vous êtes capable d'accéder à des soins de santé. Eh bien, même si j'arrive à trouver, à mobiliser des ressources financières pour la construction d'un hôpital moderne, c'est là effectivement fait à Bakwa Mulumba, un hôpital de 150 lits, eh bien, la population a dû participer à la construction de cet hôpital. Les ressources financières sont venues d'ailleurs, mais la population a dû apporter du sable, du gravier, et a dû participer comme des maçons et comme des charpentiers à cette œuvre. Beaucoup d'autres œuvres qui ont été effectuées, réalisées sous mon leadership dans cette région, eh bien, ont ont bénéficié du même principe de travail. C'est là pour qu'on n'ait pas développé une espèce d'attentisme, mais plutôt pour développer dans les populations la capacité de pouvoir travailler et surtout de s'approprier des œuvres de développement. Nous avons fait des routes, nous avons fait des écoles, nous avons réalisé des ponts. Eh bien, nous avons réalisé tout cela avec les populations. Et cette participation des populations, cette appropriation des populations par rapport
aux œuvres socio-économiques qui sont réalisées, ça fait qu'il y a pérennité de tout ce qui va se faire. Jamais un paysan ne viendra casser une école parce que tout le monde sait qu'il a eu à participer à l'élaboration, à la construction de cette école. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Vous êtes candidat à la députation nationale dans le territoire d'Ngandanjika. Les habitants de ce territoire se plaignent du fait que les élus ne reviennent qu'à la fin de leur mandat avec de petits cadeaux pour solliciter encore de voix. Ont-ils raison de se plaindre, docteur? Je crois que c'est une question qui doit être traitée avec, entre les populations et les élus. Je crois qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les populations et les élus. Et au bout après de l'élection, ils disparaissent. Oui, mais les populations doivent en tirer des leçons et connaissent très bien où se trouvent ces élus et devraient, de temps en temps, quand les élus sont de passage, organiser des rencontres pour voir si les promesses des élections ont été tenues ou pas. Mais je dois dire que pour ce qui me concerne, j'ai un bilan parce que j'ai dû commencer le travail avant même de n'avoir commencé la carrière politique. J'ai effectivement des ambitions d'apporter au moins une voix dans ma circonscription électorale à son excellence notre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au niveau de l'UDPS. Je dois pouvoir lui apporter cette contribution afin qu'il ait une majorité au niveau du Parlement. Mais ce que je voulais dire précisément, c'est que les populations doivent aussi être éduquées. Ce que moi je peux faire, et je promets de pouvoir le faire, c'est de tendre la main à ces élus ou à ceux qui vont être élus et de pouvoir former une équipe, et une équipe capable de faire une planification, un plan de travail, je voulais dire une feuille de route, puisque nous avons été élus par les populations, notre peuple. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour ces peuples et avec ces peuples et non en lieu et place des peuples? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et là, je crois que ça va être ma grande contribution de me rapprocher des uns et des autres, des futurs élus, pour que nous puissions constituer une synergie et constituer une synergie et aller vers notre peuple. Je crois que ça pourra être un bel exemple à suivre. Être élu député national, quelle est la vraie motivation? Ben, comme vous le savez, je ne voudrais pas entrer ici dans le rôle dévolu par la Constitution à l'Assemblée nationale, aux élus du peuple, mais que voulez-vous? Il faut que quelque part, quelqu'un soit le porte-parole. Je ne choisis que cet aspect là-bas. Je n'entre pas dans les aspects de loi, etc., etc. Il faudrait quand même qu'il y ait un représentant de ces peuples au niveau provincial, au niveau national, pour porter la voix de ces peuples. C'est les élus, les souverains primaires, c'est lui à qui appartient le pouvoir en réalité. Eh bien, il faudrait qu'il y ait des représentants qui puissent se réunir dans des forums, dans des forats quelque part, et pour qu'on puisse parler des desiderata de ce peuple. Et je crois que la Constitution a prévu énormément de choses. On pourrait peut-être revenir là-dessus par rapport au rôle d'un député national. Certains habitants estiment que une fois élu, vous utiliserez votre riche agenda, votre carnet d'adresses pour attirer les investisseurs et les amener... Évidemment. Nous avons, pendant près d'une trentaine d'années, eu acquis la capacité de mobilisation de ressources, je parle bien des ressources matérielles, ressources humaines et ressources financières, et je crois que je suis normalement redevable à mon peuple. Je parle aussi du peuple national, mais aussi du peuple dont je suis originaire. Je suis tout à fait redevable puisque nous avons un carnet d'adresses, puisque nous sommes connus et puisque nous avons l'expertise
qu'il faut pour susciter tout cela et élever les uns et les autres et arriver à des projets, pourquoi pas, et des projets bancables. Le territoire n'a pas de minerais. Pensez-vous qu'avec le seul champ, le territoire peut se développer? À ma connaissance, beaucoup de pays occidentaux, la Chine aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, le Brésil, se sont développés à partir de l'agriculture. J'appartiens au territoire, le territoire d'Ngandanjika, qu'on a appelé autrefois la zone verte, les territoires verts. Eh bien, une richesse inépuisable du sol qui se trouve là-bas, capable de nourrir toute la province et pourquoi pas les provinces voisines. Et je pense que la priorité n'est pas nécessairement le sous-sol, les minéraux, il y en a sûrement. On n'a pas fait des études pour pouvoir les mettre à la surface. Mais depuis l'époque coloniale, Ngandanjika a toujours été reconnu comme une zone agricole, une zone d'agriculture et capable de fournir, de vivre aux villes comme Mweneditu, Mbujimayi et ailleurs dans le Katanga, etc. Et ça, c'est une des priorités de faire en sorte que Ngandanjika joue son rôle initial. Il y a même une station de recherche scientifique agricole, l'INERA Ngandanjika. Il y a des étangs piscicoles qui sont là-bas. Il y a des terres fertiles au niveau des territoires du côté de Baluba Shankadi, etc. Il y a un peuple qui est très actif, un peuple qui est jeune. Je crois qu'il faut arriver à galvaniser tout cela et à voir comment les populations peuvent travailler parce que ces peuples ne se développera qu'à partir de l'agriculture. Je ne suis pas convaincu, et le chef de l'État l'a même dit, il faut la revanche du sol sur le sous-sol. Il faut que la population arrive à manger, soit en bonne santé, produise, n'est-ce pas, des produits agricoles, produise des sous-produits agricoles et accède à des moyens financiers qui vont lui permettre d'améliorer les conditions de vie et d'accéder à beaucoup d'autres services sociaux de base. Docteur Bruno, vous êtes chef de la maison civile et une certaine frange de la population de Ngandanjika estime que le territoire n'en a pas bénéficié. Pourquoi n'avez-vous pas présenté quelques projets de développement au chef de l'État parce que vous lui murmurez à l'oreille? Je pense que le chef de l'État n'est pas seulement le chef de l'État du territoire de Ngandanjika, il est le chef de l'État de l'ensemble de tous les territoires sur le plan national. Mais je dois vous dire que notre chef de l'État, il est un des rares chefs de l'État qui existait jusqu'ici et qui prêche le développement total de l'ensemble du pays. L'exemple que je peux vous donner, c'est notamment celui du programme de développement local des 145 territoires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement génial qui est en train de réussir et qui, en fait, montre que le chef de l'État n'a pas fait de discrimination. À l'époque, quand quelqu'un dans le Kasaï construisait une maison, on les lui interdisait. On lui demandait pourquoi il construit. Mais aujourd'hui, les chefs de l'État, chacun peut construire où il veut à travers l'ensemble des pays. Mais parlons de Ngandanjika. Comme des autres territoires d'ailleurs, le chef de l'État a toujours un œil assez spécifique. Savez-vous qu'il y a un projet assez important qui a été d'ailleurs lancé pratiquement par le ministre de l'Agriculture, un projet agro-industriel de Ngandanjika qui va faire des productions importantes de cultures vivrières. Savez-vous aussi, et ça c'est une occasion, le chef de l'État il lutte très fort et très bientôt là, des études, notez bien, des études vont être effectuées pour que Ngandanjika soit relié en Mbujimayi par une route asphaltée. Rappelez-vous, le chef de l'État a fait cette route en passant par Chilenge, Ngandanjika, et puis est arrivé à Kabinda, il a vu dans quel état se trouvait la route. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les fonds sont là. La route Ngandanjika-Mbujimayi va être asphaltée.
Eh bien, et tout cela, ce sont des signes qui montrent que le chef de l'État aime Ngandanjika, aime aussi, bien entendu, d'autres territoires. Ma proximité avec le chef de l'État, ma présence aux côtés du chef de l'État ne peut qu'apporter une valeur ajoutée, notamment dans le cadre du plaidoyer, mais le chef lui-même, il est suffisamment objectif et clairvoyant pour ne pas créer des déséquilibres au niveau des développements. La route Ngandanjika-Mbujimaï est asphaltée, je crois que c'est la bonne nouvelle que toute la population de Ngandanjika attend. Changeons un peu de chapitre, docteur Bruno. Une belle bâtisse sort des terres en Ngandanjika. Il s'agit pour la première fois d'une permanence de l'UDPS, Fédération de Ngandanjika. Pour une fois, cette fédération aura une permanence moderne, digne d'un parti présidentiel. Est-ce docteur Bruno qui construit cette permanence avec ses propres fonds ou alors c'est l'argent de la maison civile? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que le parti qui nous a amenés au pouvoir, à savoir l'UDPS, Tshisekedi aujourd'hui, c'est un parti qui regorge beaucoup de valeurs. J'ai parlé de la liberté, j'ai parlé de la démocratie, j'ai parlé aussi du professionnalisme, de la solidarité et beaucoup de valeurs. Et le chef de l'État qui est à la tête du pays et qui émane de l'UDPS a toujours demandé à ce que tous les cadres de l'UDPS, tous les membres de l'UDPS doivent savoir que le développement proviendra de la base, proviendra d'eux-mêmes et pas du sommet, ça proviendra de la base. Alors, s'agissant effectivement de l'UDPS, des sections de Ngandanjika, la fédération de Lomami 2, eh bien, étant originaire de là, j'ai effectivement constaté qu'il n'y avait pas un endroit où les gens, les membres de l'UDPS pouvaient se réunir pour échanger sur les préoccupations du parti et de la population. Alors, profitant du fait que l'UDPS, à travers son secrétaire général Augustin Kabouya, avait déjà cette idée de pouvoir construire. Il avait déjà acheté un terrain pour la construction en Ngandanjika d'une permanence. Eh bien, tout ce que j'ai pu faire sur le plan personnel, je n'ai pas touché à l'argent de la maison civile. Eh bien, sur le plan personnel, j'ai dû demander en tant que cadre de l'UDPS l'autorisation auprès du secrétaire général pour pouvoir construire une bâtisse. Ah, c'est une belle bâtisse. C'est une belle bâtisse qui comprend pratiquement une salle qui peut contenir 500 personnes. Et aux côtés de cette salle, il y a 3 bureaux et un endroit pour faire de meetings à l'extérieur. Il y a des panneaux solaires qui éclairent 24 heures sur 24 et les populations, les membres de l'UDPS et aussi les autres couches de population, pourquoi pas, on trouve aujourd'hui un cadre convenable, confortable, pour qu'ils puissent tenir les réunions, qu'ils puissent se rassembler, qu'ils puissent s'échanger, et qu'ils puissent bénéficier de renforcement des capacités et qu'ils puissent parler de leur propre développement. Je crois que c'est une contribution et je me trouvais dans le devoir de pouvoir le faire et je l'ai fait. Docteur Bruno estime qu'en étant chef de la maison civile, ça vous va déjà. Et pourquoi venir à la députation rafler un siège? Votre candidature fait déjà ombrage à certains candidats. Ben, moi, je pense que c'est une question qu'il faut leur poser. Ceux qui pensent qu'on fait ombrage, ça veut dire que... Quel est l'objectif? Tout le monde parle de la majorité présidentielle, n'est-ce pas, qu'il faut avoir au niveau du Parlement. Et tout le monde parle d'avoir des élus dignes de leur nom, capables de porter haut la voix du peuple. Tout le monde dit qu'il faut
organiser des plaidoyers pour influer sur les autorités et changer la vie des populations, eh bien, je crois que je suis quand même, candidat parmi ceux-là qui rassemblent l'expérience et l'expertise nécessaires pour apporter au chef de l'État une voix de plus, mais aussi être un représentant valable de la population. Mais cela étant, si le chef de l'État juge que, et ça dans sa discrétion, que je peux servir ailleurs, ça peut être au gouvernement, ça peut être encore à la maison civile, pourquoi pas, ça peut être à notre lieu international, eh bien le chef de l'État, en ce moment-là, peut prendre sa décision. Regardez aujourd'hui au niveau du gouvernement, il y a des députés élus nationaux qui sont au niveau du gouvernement et qui travaillent. Et leurs postes sont occupés par leurs suppléants. Et cela est bien faisable. Et quand la responsabilité, au niveau où le chef de l'État vous a appelé, quand elle cesse, eh bien, vous retournez pratiquement au niveau du Parlement. Mais je dois dire et confirmer et certifier et même rassurer la population que n'importe où je vais pouvoir me trouver, je serai le porte-parole de la population qui m'aura élu. Et parce que vous parlez de cette population, parlons-en, nous sommes presque à la fin de notre émission. A-t-elle raison d'espérer en vous une fois élu? En un mot comme en mille. J'invite la population à regarder les réalisations faites sur le terrain et elle-même la population, et n'est plus à l'époque où on fait des promesses, je ferai. Eh bien, moi je ne suis pas de ce langage-là. Moi je dis, regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que nous... Pas que j'ai fait, je retire la parole. Regardez ce que nous avons fait ensemble. 1, 2, 3, 4. Je ne l'ai pas fait seulement à Bakwamulumba. Je l'ai fait dans les 3 secteurs et 2 chefferies de territoire d'Ngandanjika, à savoir les secteurs de Beluba-Chankadi, les secteurs d'Ngandanjika même, les secteurs de Chiamba, mais également la chefferie de Kalambayi et la chefferie de Bakwamulumba. Et là, les réalisations sont là et les populations vont voir ce que nous avons pu faire ensemble dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'économie et dans beaucoup d'autres domaines. Mais, comme vous le savez, le chemin est long. Et le chemin est long. Et nous devons continuer avec cette population à travailler ensemble. Merci beaucoup, Dr Bruno. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le prochain numéro, nous parlerons en long et à large de vos réalisations. Merci à vous, chers internautes. Chouar Baji, que vous remercie, et Félim Pongo à la technique. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.